8h19. C'est une journée bien spéciale aujourd'hui. C'est la journée mondiale des réfugiés. Et puis, ça a été proclamé ça par l'ONU. Et comme invité, et c'est dans un contexte tout à fait particulier. Ça arrive comme ça, le 20 juin, c'est à chaque année. Mais ce 20 juin, cette année, il est vraiment particulier parce que c'est tout à fait dans la foulée de la crise des migrants aux États-Unis, de la séparation des enfants et de leurs parents. Et on pense que on l'a pas organisé cette affaire-là, mais ça arrive comme ça. Pour nous parler d'abord de cette journée mondiale des réfugiés et aussi du réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée. On a un porte-parole tout indiqué qui est designer que vous connaissez bien, Andy Tehan, qui est avec nous. Bonjour Andy. Bonjour. Vous avez connu un peu ce que vous voyez, ce que vous avez vu cette semaine-là, c'est-à-dire la séparation des parents, de devoir quitter finalement le Vietnam, parce que vous êtes d'origine vietnamienne. Oui, bien sûr, mais c'est sûr, ça rappelle un certain souvenir. C'est sûr, on n'a jamais... C'est sûr qu'en étant un réfugié, je crois qu'on ne voulait jamais quitter un pays pour aller dans un autre. Ça c'est clair. Alors qu'on est obligé de le faire pour une certaine raison, que ce soit la violence, la guerre, tous les attentats et tout ça. Je crois que c'est pour ça que... la pauvreté, rien que la pauvreté, c'est déjà ça. Exactement ça, oui. Il y a aussi la pauvreté, mais je crois que c'est surtout aussi les conditions politiques au Vietnam dans ce sens-là, oui. Vous avez vu la guerre? Oui, j'ai vécu la guerre comme toutes les gens qui, dans cette période-là... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 3 ans. J'ai perdu mes parents pendant ce temps-là. Et puis en plus, mon père est un militaire dans l'armée, alors que j'ai vécu à travers tout ça. Alors que j'ai eu la chance que mes grands-parents, mes oncles, mes tantes m'ont élevé et puis ils m'ont beaucoup protégé. Alors j'ai pas eu le traumatisme de la guerre comme on le connaît aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez quelques souvenirs parfois? Oui, c'est sûr. C'est des trucs qui nous remarquent beaucoup. C'est surtout quand on entend les balles qui passent par-dessus notre tête, et puis quand on est sur le dos d'un adulte, et puis je m'en souviens dans ce temps-là, quand on s'enfuit d'un bout à l'autre. Je crois c'est sûr qu'il y a des bouts comme ça qu'on s'en souvient, oui. Oui. Vos parents sont morts simultanément en même temps, père et mère? Exact. Oui, dans quelles conditions? Je crois que c'est dans un on ne sait pas encore, c'est encore un mystère. Il y a des gens qui ont dit que c'est un attentat parce que mes parents ont leur propre hélicoptère et puis ils s'en vont d'un point A à point B et en 15 minutes après leur décollage, l'hélicoptère a été explosé. Alors, et puis là-dedans aussi, il y avait des Américains dans cet hélicoptère-là. Et puis, je crois que les théories dans ce temps-là, c'est parce que les premiers militaires haut gradés est mort pendant la guerre, alors que on m'a dit que ce sont les communistes qui l'ont assassiné, puis l'autre, on dit que c'est un accident d'avion. Mais quand on est enfant, à 3 ans, on comprend pas exactement, mais ça doit donner quand même un choc, là. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'était... j'ai eu un blocage total, je pense que... je crois qu'entre 3 ans, en tout cas 6 ans, je crois que mes grands-parents ont bien surprotégé tout ça jusqu'à quand j'ai rentré à l'école que j'ai réalisé que j'ai pas de parents comme les autres. En parlant aux enfants, puis ton papa, qu'est-ce qu'il fait? Puis là, mon Dieu, mon papa, il est où? Oui, c'est exactement ça que j'ai plus de souvenirs de ça. Alors que c'est ça, j'ai un blocage entre 3 ans et 6 ans. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans ce temps-là. Andy Tehan, vous disiez et ça, c'est important de le rappeler, on choisit pas d'arriver dans un pays parce qu'on veut abuser du pays, c'est parce la situation qu'on quitte est tellement effroyable qu'on est poussé, on n'a pas le choix, c'est notre propre survie. Comment vos grands-parents, parce que c'est eux qui sont arrivés au Québec, comment ils ont vécu ça? Oui, mais je crois qu'ils l'ont quitté pour la famille, je crois. Et puis, je crois que je crois qu'ils l'ont vécu quand même
assez bien, je crois, parce qu'ils voulaient quitter le pays. On l'a personne qui l'a forcé d'y aller. Ils ont voulu aller pour l'avenir de ses enfants et leurs petits-enfants. Et puis, c'est sûr que pour les gens comme eux, parce que moi je considère comme je fais partie de la deuxième génération, parce que je suis arrivé ici quand j'étais jeune, mais pour eux, c'est sûr que s'il y a un service comme Rivaux qui vient, qui soutient les gens qui ont des traumatismes de la guerre, des attentats. Eux les avaient, des traumatismes. Oui, exactement. Ça, ils ont fui 3-4 guerres différentes à l'interne. Alors, si on a un service comme ça qui vient leur appuyer, leur soutien, leur aider, je crois que ce serait extraordinaire dans ce temps-là. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir le porte-parole de Rivaux. Oui. Ils ont fui avec combien de personnes? Parce que là, vous dites la famille, mais c'est une famille élargie pas mal. Oui, on était 10. Parce que mes grands-parents ont 5 enfants, les 2 qui ont été morts de la guerre, qui est ma mère et son frère le plus jeune, et puis les 3 autres avec la famille, les enfants et tout. Oui. Alors, c'était ça, oui. Ils ont fui de quelle façon? C'est pas un billet d'avion en première classe. Hein? Non, quand même. Mais j'avoue que c'est là que j'ai dit que j'ai pas eu le traumatisme que les réfugiés ont eu aujourd'hui. C'était... j'ai une tante qui étudiait ici au Canada en 60. Je crois. Et puis, elle mariait un Canadien ici, puis elle a décidé de rester ici, alors que c'est elle qui nous a fait venir. Mais c'était compliqué parce que c'était tout de suite après la chute du Saigon en 75, alors que les frontières ne sont pas encore ouvertes, les paroles ne sont pas encore ouvertes entre le Canada et le Vietnam. Alors, c'était long. Je crois que ça a pris 5 ans pour qu'on puisse... venir au Canada, oui. Et puis s'adapter. Est-ce que vous avez encore de la famille au Vietnam? Non, j'ai eu la chance de tout quitter. Il n'y a plus personne qui était là-bas, oui. Et puis, là, vous avez décidé de vous lancer comme designer. Là. Vous aimez ça, les gros défis, là, tu sais? Oui, mais c'est sûr, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je crois que je découvre la mode et tout ça en arrivant ici, alors en secondaire, et puis au cégep, et puis j'étais en sciences au cégep, et puis quand j'ai découvert la mode, puis je l'ai switché. De la science à la mode? Oui, exactement. C'est logique. Oui, c'est très logique dans ce sens-là, oui. Mais là, parlons de l'organisme Rivaux. Oui. Ça, c'est important, cet organisme, parce qu'il accueille des personnes qui, souvent, vous avez la chance de ne pas avoir vécu cette détresse profonde, mais qui accueille ces réfugiés, carrément, qui arrivent ici, sont presque en lambeaux, finalement. Et ça fait quand même 25 ans qu'ils font ça, cet organisme. Oui, c'est un organisme qui quand même composé surtout par les thérapeutes, et puis ces gens-là donnent leur temps, et puis ces services-là est vraiment gratuitement, ils sont reliés avec aucun gouvernemental, parce que souvent les réfugiés, surtout politique ou violence de la guerre et tout ça, ils ont très, très peur, ils ont une certaine méconfiance envers tous les organismes associés au gouvernement. Ben oui. Alors, c'est pour ça que cet organisme-là est comme presque indépendant à côté. Alors, c'est eux qui viennent en être, qui aident, qui écoutent et puis qui accompagnent ces gens-là pendant 25 ans. Et puis, je crois qu'ils ont quand même donné 40 000 heures de thérapie à 4 000 femmes et hommes et enfants à travers ces 25 ans-là, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en rencontrer de ces réfugiés? Oui, c'est assez troublant quand même. C'est parce que j'ai rencontré une femme, c'est sous l'anonymat quand même, parce que ces gens-là ont encore très peur, c'est récemment qu'ils sont arrivés. Et puis, de quel endroit? Je crois que, mon Dieu, c'est au Rwanda, je m'en souviens bien. Et puis, j'ai tellement peur de poser des questions c'est là que j'admire le travail des psychologues et des thérapeutes. J'ai tellement peur de poser des questions qui leur ramènent vers le... Oui, puis là, qui s'effondrent devant vous. Exactement ça. Et puis, elle s'enfuit tout seule, et puis sa famille est encore là. Puis c'est quand même assez touchant. Puis on le voit quand elle parle et tout. C'est quand même troublant de le voir, oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces gens-là, une fois qu'ils ont quitté un enfer, quand ils arrivent
naturellement, il y a l'adaptation, mais l'adaptation, c'est un mot qui est très large. Est-ce que, justement, l'aspect confiance dans les institutions, c'est l'aspect le plus difficile pour Exactement. Ça, je crois que d'abord, avant tout, c'est de le reconstruire d'eux autres mêmes, et puis je crois que leur aider, de le faire confiance en eux et à l'autrui. Je pense qu'à l'autre, je crois que d'abord avant tout, c'était ça. Je crois qu'il y a une espèce de méfiance envers l'autre parce qu'ils ont subi ce que les autres humains ont fait sur eux. Alors, je crois que c'est ça qui est plus important là-dedans. Andy Théane, bon, mais qu'est-ce qui arrive là, au niveau design? Vous travaillez sur quoi? Vous faites quoi, là? En ce moment, je travaille pour une marque new-yorkaise qui s'appelle Psycho Bunny. Pour hommes. Alors, c'est juste récemment, j'ai juste changé. Pourquoi? Des chemises, des cravates, des pantalons? Je crois qu'un peu de tout. Un peu de tout. C'est un nouveau défi que je me lance. Alors. Andy Théane, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce vécu. Et puis, je rappelle aux gens que RIVO, c'est un des organismes, le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée, qui intervient auprès de plusieurs personnes de réfugiés. Et que dans le monde, selon l'ONU, il y a 22 millions de réfugiés dans le monde. Alors voilà. Et dans le contexte... Oui? Oui, est-ce que je peux ajouter une dernière chose? C'est qu'on fait un événement en bénéfice le 22 novembre qui s'en vient pour venir aider ces gens-là pour ramasser un peu... Notre objectif, c'est de ramasser 25 000 ce soir-là. Un défilé de mode? Non, il y a toutes sortes de choses, des prestations musicales. Ils peuvent venir nous chanter d'abord. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup d'artistes. Viendrez nous en reparler, Andy. Oui, c'est sûr, je vais venir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'était Andy Théane, designer québécois et porte-parole de RIVO. Au cours de la prochaine demi-heure, on va parler avec Jacques R. Roy et aussi de l'Opéra de Rimouski.